Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je suis devant la gare de Tokyo où je reçois un invité qui m'a contacté et qui a beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Alae, j'ai 30 ans, j'habite à Tokyo et je travaille ici dans une boîte de luxe étrangère depuis maintenant à peu près 2 ans. Je suis venu au Japon en 2022 en mars, à la fin, l'ouverture des frontières japonaises, donc vers la fin du coronavirus. Et depuis, je suis toujours à Tokyo où je travaille. D'accord. Alors, les questions classiques, hein. Comment t'es venu cette envie de venir au Japon et comment t'as fait pour venir au Japon? Alors l'envie, comme tout le monde quand j'étais tout petit, je regardais un peu des mangas, des animés, etc. Ouais. Ça a un peu disparu avec le temps, c'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, je pense, j'ai arrêté de lire ça. Je me suis concentré sur d'autres choses et puis vers 2012, j'ai en fait trouvé à Paris des magazines de mode et d'architecture japonaise et c'était un peu une révélation. J'ai découvert une esthétique qu'on ne voyait pas forcément en Europe et ça m'a beaucoup intéressé. Depuis, je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Ça a un peu ravivé l'intérêt que j'avais pour le pays. Et du coup, comment j'ai fait pour venir? La première chose que j'ai faite à ce moment-là, c'est que j'étais en école de commerce. On avait l'opportunité de faire un échange universitaire. Et du coup, il y avait un échange avec le Japon, à Kyoto et à Tokyo, et j'ai choisi de venir à Tokyo pour un peu expérimenter la vie japonaise. J'avais cru comprendre à l'époque que c'était une société où les gens étaient assez sérieux, assez sur le détail, un peu l'excellence, etc. Et je voulais un peu vérifier si c'était vraiment, si ça existait vraiment, si c'était pas juste du fantasme. Et donc la première fois que je suis venu au Japon, c'était en 2018, en échange universitaire pendant 6 mois. D'accord. Donc j'ai beaucoup aimé, la vie ici m'a beaucoup plu, j'ai pensé que c'était plus compatible que la vie en Europe, avec ma personnalité, ce qui est important pour moi. Et du coup, je suis rentré ensuite en France, j'ai fini mon école de commerce, et à ce moment-là, c'était le coronavirus. C'est très difficile de trouver un emploi en France. À ce moment-là, je me suis dit, bon, tant que le monde est dans une situation aussi inédite que ça, moi aussi, je vais tenter un truc un peu inédit. Et du coup, j'ai arrêté ma recherche d'emploi et je me suis concentré sur l'apprentissage de la langue, sachant que je ne parlais pas japonais pendant mon échange, c'était en anglais. Ah, d'accord. Et donc en 2022, en 2020, fin 2020, j'ai commencé à apprendre le japonais. Et puis au bout au bout de 6 mois, j'ai passé le JLPT une première fois. Et t'as passé quel niveau? Donc au bout de 6 mois, j'ai passé le N2. Genre le N2 direct? Ouais, voilà, parce qu'en fait, j'avais une deadline un peu serrée, c'est-à-dire que j'avais déjà fini mes études, mes amis étaient déjà en train de travailler, et ça mettait un peu la pression. J'étais en mode, je vais pas m'attarder sur ça pendant des années. Du coup, j'étais un peu en mode intense chaque journée. J'ai passé l'N2 en 6 mois. Je l'ai eu après coup, je pensais pas l'avoir sincèrement, mais j'ai réussi à l'avoir. Puis une deuxième fois, sachant que le but pour moi c'était de travailler au Japon, donc je savais qu'il fallait au moins le N2 pour pouvoir s'ouvrir pas mal de portes et le N1 pour pouvoir s'ouvrir vraiment toutes les portes. Et donc au bout d'un an, en décembre 2021, j'ai passé le N1 que j'ai eu également au bout un an et un mois pour être précis. Et en même temps, juste avant de passer ce N1, en fait, j'avais déjà prévu la manière de venir ici, donc ça va répondre à ta question. Ouais. C'était très dur de passer des entretiens professionnels pendant le Covid. Ils voulaient quelqu'un qui soit déjà au Japon. Et donc, le seul moyen, c'était de s'inscrire à une école de langue, donc comme la majorité des gens qui sont passés dans l'émission. Et donc, je me suis inscrit aussi à une école de langue ici pour seulement 6 mois, parce que le but pour moi, c'était vraiment de venir et de chercher un emploi directement, sachant que j'avais déjà à peu près la langue. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé donc en mars 2022 à travers l'école, le visa étudiant. J'ai commencé la recherche d'emploi dès que je suis arrivé. Et au bout de, je pense, 2 mois, j'ai signé mon contrat en C-Shine, c'est-à-dire en CDI, D'accord, direct. directement. Et j'ai converti mon visa étudiant en visa travail, ce qui se fait très facilement au Japon. Déjà, comment tu as étudié le japonais en France? Tu es allé dans une école, tu as fait ça seul, tu faisais ça à quel rythme? Combien d'heures par jour? Est-ce que tu faisais que ça ou est-ce qu'à côté tu bossais? Enfin, explique-nous. Donc, comme je disais, à ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi. Donc, je venais de finir mon master. C'était le moment où normalement on cherche un emploi et on commence à travailler. C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit, je vais commencer à travailler en France, peut-être 2, 3 ans, pour me donner un peu d'expérience et ensuite je vais aller au Japon. Et comme la plupart des gens qui étaient un peu en école de commerce ou d'ingénieur, etc., beaucoup de gens en fait ont cette idée de travailler en France et de faire une expatriation à travers une boîte française ou une autre boîte internationale et de venir ici. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, bon, déjà, il faut avoir de la chance parce qu'il faut que tu trouves une opportunité de mobilité, ce qui n'est pas forcément donné. J'avais entendu qu'il y avait pas mal de réseautage à faire pour ce genre de choses, même quand tu es dans une boîte, c'est pas forcément donné. D'accord. Et puis, quand tu viens en tant qu'expatrié, tu as un contrat à durée limitée finalement.
Et finalement, si tu veux rester, bah, va falloir trouver une autre chose. Et pour trouver une autre chose, généralement, il te faut le japonais. D'accord. Donc, j'ai décidé d'aller par la voie principale, la voie royale, si je pourrais dire. Ouais, ouais. Et donc, je me suis dit, bon, je vais apprendre le japonais parce que c'est le chemin essentiel pour y arriver. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris en autodidacte D'accord. parce que je pensais qu'une école, ce serait un peu trop lent pour mes objectifs. Ouais, ouais. J'avais pas 2-3 ans à passer dessus, sincèrement. Et je D'accord, pense ok. que pour le N1, il faut même pas mal plus pour normalement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner sur les méthodes un peu d'apprentissage. J'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'était des Américains qui parlaient de immersion massive D'accord. en langue. Et en fait, ça consiste en quoi? Tout simplement à t'entourer de la langue chaque jour. En fait, tu fais qu'écouter des choses en japonais et lire des choses en japonais, de sorte à ce que ton cerveau s'habitue à ça, entre guillemets. Bien D'accord. sûr, c'est de façon active, c'est-à-dire que c'est tout en cherchant le vocable à côté, etc. C'est pas juste écouter et magiquement commencer à comprendre le japonais, mais c'est de façon active. En parallèle, tu fais pas mal de recherches sur le dictionnaire, etc. Tu apprends aussi les bases de grammaire. Et donc il y avait une méthode un peu comme ça, je pourrais donner le lien du site que j'avais consulté, tout est gratuit à Ouais, ouais. 100%. Ça m'a coûté 0 € d'étudier le japonais. D'accord. Donc, Euh, bah, si après tu me donnes le nom, je le mettrai dans la description. Donc, voilà, allez jeter un donc, coup d'œil. si vous pouvez lire l'anglais, en fait c'est un site où ils détaillent vraiment une méthode de façon très précise avec toutes les ressources, etc. Mais pour résumer, en fait, de façon très simple, ça consiste à lire beaucoup de japonais parce que c'est la lecture qui fait progresser le plus rapidement apparemment. Ouais, ouais. Parce qu'on est vraiment exposé à la langue de façon intensive et ça fait travailler le cerveau et ça nous fait vraiment acquérir la langue. Il y a des ressources du coup par niveau, j'imagine. Exactement, donc en fait c'est progressif. Au début Mhm. tu commences par apprendre le vocabulaire du tango, D'accord. tango N5, N4. Ouais, ouais. Ça te donne un peu une base, c'est à peu près 1000 mots, 2000 mots. Mhm. Et ensuite, tu commences à t'entraîner à lire sur un site de news qui est un peu fait pour les enfants au Japon, Ah, ok. qui s'appelle NHK Easy. Ah, ok, ok. Ouais. Et C'est bien, sachant qu'il y a des furigana, il y a les hiragana écrits aussi. Donc, au début, c'est très difficile, hein, même si c'est un site pour enfants, c'est très difficile. C'est parce qu'on se rend compte que la structure est totalement différente, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, tu vois, que de forcer un peu le Bien mur. sûr. C'est de percer un mur en quelque sorte. Mhm. Et donc voilà, et à quel rythme je le faisais, c'est là que aussi c'est important, je pense. C'est que moi j'avais tout le temps pour faire ça et j'avais la motivation aussi. Je pense qu'il y a deux choses, c'est le temps et la motivation. Et je faisais ça à peu près entre 6 et 10 heures par jour. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Voilà. Je sais que c'est pas donné à tout le monde parce qu'on n'a pas tous le temps. Mais après, c'est pas nécessaire de faire autant. On peut faire, si on arrive à libérer 3 heures par jour par exemple, Mhm. le plus important c'est la régularité. Tous les jours, y compris le week-end, ne pas se dire ah c'est la pause. Ouais, c'est l'été, cette semaine je fais rien. Pendant 15 jours je vais avec les potes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une question de régularité et donc de motivation au final, parce que je pense que s'il y a la motivation, la régularité, on arrive à la mettre en place. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai appris le japonais. Donc la grammaire au début, juste la base, le vocabulaire, la base, et ensuite à partir de là, c'est que de la lecture et regarder des dramas ou des animés. Faire du vocabulaire à travers un truc qui s'appelle Anki. Ouais, ouais. Anki, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en avais parlé une fois dans une vidéo. Il y a un site et il y a aussi des applis pour iPhone, Android. Et vous faites vos flashcards en fait. Et quand vous vous trompez, il vous repropose automatiquement les flashcards sur lesquels vous vous êtes le plus trompé. Du coup, ça vous permet vraiment de passer le plus de temps sur ce que vous ne connaissez pas et de passer rapidement tout ce que vous connaissez assez bien. Donc c'est très bien fait. Alors c'est assez laborieux de faire les fiches, mais on peut les télécharger. Il y a plein de gens qui ont déjà fait des fiches N1, N2, N3, vocabulaire, grammaire, etc. Il y en a pas mal en anglais, mais il y en a aussi en français. En tout cas, moi, quand je l'ai utilisé il y a 10 ans, il y en avait déjà, donc j'imagine que maintenant, il doit en avoir encore plus. D'accord, donc Anki, les sites de news, et tu regardais du coup des dramas, genre sur Internet, Netflix, des choses comme ça? Oui, en fait, j'arrivais plus à regarder d'animé parce que le ton, l'atmosphère et tout, j'arrivais plus à me mettre dedans. Du coup, j'ai voulu prendre un truc un peu plus réaliste. Surtout que aussi, j'avais cru comprendre que le japonais dans les animés n'était pas forcément celui de la vie réelle. Ouais, pas forcément. Voilà, donc le but pour moi, c'était vraiment d'apprendre un japonais assez naturel, on va dire, pas natif, mais naturel. Et donc, je pense que les dramas et les films aussi sont un peu d'excellents moyens pour ça. Donc, j'ai regardé pas mal de ça et j'ai lu aussi pas seulement les sites de news, mais aussi des blogs, par exemple. Parce que les blogs, tu as des japonais qui écrivent de façon très casual, en fait. Mais c'est comme ça qu'ils parlent en vrai aussi. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, quand mon niveau a monté un peu, j'ai commencé à lire des nouvelles, aussi des romans. D'accord. Est-ce que tu as utilisé à un moment donné un manuel de japonais, comme Minanyango, Genki, des choses comme ça? Alors non, j'ai jamais utilisé de manuel. J'ai utilisé un équivalent. En fait, c'est une chaîne YouTube Ah, ok. qui enseigne la grammaire. Ça s'appelle Cure Dolly. D'accord. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent. C'est en anglais, mais c'est extrêmement bien fait. Elle explique le japonais d'une façon un peu différente des livres, mais c'est D'accord. très compréhensif. C'est plutôt pour les débutants, intermédiaires, avancés? C'est tout en fait. Ah, d'accord, C'est tout. tout, mais la méthode que j'utilisais recommandait de faire juste les 20 premières leçons.
En D'accord. fait, tu vois, c'est juste la base. Et à Hmm. partir de là, ce qui va vraiment cimenter la langue dans la tête, ça va être l'immersion plus que le bouquin. Parce que le bouquin, finalement, on oublie ce qu'on a appris, ce qu'on a bachoté. Donc à partir de là, j'ai jamais utilisé de livre, ni de livre de révision de JLPT, ni quoi que ce soit. D'accord, ok. C'est vraiment faire progresser le Japon de façon organique, Ouais, ouais. c'est-à-dire avec du contenu natif pour les natifs. Hmm. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour progresser dans une langue. D'accord, parce que pour le N1, du coup, tu as quand même bûché à mort les kanji, j'imagine. Ouais. Pour la partie écoute du N1, par exemple, tu as fait juste des dramas, des trucs comme ça? En fait, la partie écoute, je pense que c'est quelque chose qui se travaille pas juste en écoutant, en regardant des dramas ou des films. Je pense que c'est ton vocabulaire, à quel point ton vocabulaire est large en fait. Parce que je pense que si tu arrives déjà à regarder des dramas, au niveau rapidité et tout, je pense qu'il n'y a pas de souci. La raison pour laquelle je pense que le N1 peut paraître plus compliqué, c'est que les mots sont différents parce que les thématiques sont un peu plus complexes. Mais du coup, si tu fais beaucoup de lectures à côté et que tu boostes ton vocabulaire avec ça, sachant qu'on dit que pour le N1, il faut à peu près 10 000 mots, donc c'est ce que je m'étais fixé sur Anki. J'en avais 12 000 au moment de passer le N1, donc j'étais censé être un peu à l'aise. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai écouté, c'était pas plus rapide que le N2, c'était juste un peu plus compliqué comme tu dis. D'accord, et c'est un Mais peu plus long. Voilà, Ouais. mais les mots, en fait, si tu les connais, bah, tu comprends ce qu'ils Ça disent. allait, ouais. Et donc tu sens pas que c'est forcément beaucoup plus dur. D'accord. La partie lecture du N1, par contre, est beaucoup plus costaud. Ouais, d'accord. Ok. C'était un truc limite philosophique, tu vois, sur Ah oui. le rôle de la science dans la société. Ouais. Les trucs qu'on voyait, je sais pas, fin lycée, Ouais, d'accord. en terminale, en philo, ce genre de choses, c'était en japonais. Donc. Ok, donc pour l'apprentissage du japonais, du coup, je mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse, si vous êtes super motivé comme lui. Donc après avoir ton N1 en poche, donc tu es venu au Japon et tu as trouvé un boulot assez rapidement d'un poste en CDI directement ou tu as un peu galéré? Oui, donc c'était un poste en CDI directement. Et en réalité, c'était pas trop compliqué comparé à la recherche d'emploi en France. Je dirais c'est même beaucoup plus facile. Donc c'est aussi un message que je voulais transmettre aux gens pour donner un peu d'espoir. Parce qu'on dit souvent qu'au Japon, c'est très compliqué de trouver un travail. Je pense que ça dépend énormément de la capacité linguistique. On ne va pas se cacher, la vérité, c'est le plus important. Après, si vous avez aussi de l'expérience, bien sûr être diplômé, pas forcément d'une université top, etc. Juste avoir un diplôme, préférence bachelor ou master. Si vous avez master, c'est encore mieux. Mais je pense que le plus important, c'est la capacité de japonais, d'anglais. Si on peut parler les deux, je pense qu'on est assez attractif en tant que candidat. Et aussi avoir un peu d'expérience possiblement. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait stratégiquement, c'est viser le secteur où j'avais un peu d'expérience en France. D'accord. À travers les stages en école, j'avais bossé déjà dans le secteur du luxe à Paris. Et du coup, je savais aussi, bon, à l'époque, je projetais déjà un petit peu et je savais que ces boîtes françaises étaient assez respectées au Japon. Donc les avoir sur le CV, ce serait bien vu, évidemment. D'accord. Mais peu importe le secteur, en réalité, par exemple, des gens dans l'automobile, s'il y a des gens qui ont fait une expérience chez un constructeur allemand ou peu importe en France, et s'ils arrivent aussi à parler un peu japonais, il ne faut pas forcément être N1 à ce moment-là, juste avoir un niveau de conversation suffisant pour comprendre les gens, parler aux gens, en sachant que dans les boîtes multinationales, je pense que beaucoup de choses se font en anglais à l'écrit. L'oral, généralement, ça reste en japonais pour pas mal de boîtes, ce que j'ai remarqué. Mais l'écrit se fait en anglais, généralement. Donc vraiment, c'est juste passer le minimum syndical de pouvoir avoir des conversations en japonais. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a énormément de portes qui s'ouvrent. Il faut juste contacter sur LinkedIn des chasseurs de tête. Parce qu'en fait, au Japon, il y a énormément de chasseurs de tête, même pour des profils juniors. Et l'information clé, en fait, que moi j'avais déjà eue à l'époque, parce que j'avais contacté des Français installés ici, c'est qu'au Japon, il y a en fait, contrairement à la France, il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. C'est un marché qui est très avantageux pour les candidats, surtout quand on est multilingue. Moi, dans mon secteur, juste pour donner une statistique, c'est pour un candidat, c'est 3 offres. D'accord. Et sincèrement, je dirais que c'est toutes les multinationales sont à peu près comme ça. J'entends des histoires d'autres secteurs. Dès qu'on peut parler un peu le japonais et qu'on a un petit peu d'expérience dans un secteur, c'est pas très compliqué. Je connais pas mal de gens qui sont bien installés dans des boîtes. D'accord. Et toi, quand tu as trouvé ce boulot, au niveau de l'entretien, comment ils ont vérifié ta langue? Ils t'ont demandé est-ce que vous avez le JLPT1 ou c'était un entretien oral pour voir comment tu te débrouillais? Alors comme la plupart des gens que tu as déjà interviewés, en fait, on m'a pas demandé la langue, on m'a pas demandé le JLPT. En fait, ce qui se passe, c'est que l'entretien était en japonais directement. D'accord. Et c'est un peu le test, c'est-à-dire que si on arrive à leur parler en japonais,
Alors c'est bon. D'accord. Mais ce qui est très 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 bien au Japon, et c'est aussi un autre point que je voulais souligner, c'est que contrairement à d'autres pays, tu vois, on peut être très strict par rapport aux exigences linguistiques. Je trouve que les Japonais sont très gentils par rapport à ça. D'accord. En fait, même si c'est pas parfait, même si on a une prononciation qui fait évidemment étranger ou on fait des petites fautes par-ci par-là, les tournures sont pas forcément les meilleures. En fait, tant que l'idée est transmise et tant qu'on comprend ce qu'ils nous disent, qu'il n'y a pas vraiment de bug ou de, tu vois, de malentendus, etc., je pense que c'est largement suffisant. D'accord, d'accord. Donc c'est un peu voilà, ce que disaient d'autres invités aussi, hein, ça confirme, hein. Et peu importe les secteurs, ça a l'air de se retrouver. Bon à savoir, ok, très bien. Tu es toujours dans cette boîte, c'est la même boîte où tu as trouvé ton CDI et tu y es resté jusqu'à présent? Alors en fait, j'ai changé d'emploi déjà une fois. Donc, D'accord. c'était un peu court, mais j'ai changé parce que ce qui se passe du coup au Japon aussi, c'est que comme on a un marché comme ça où les candidats sont un peu rares, en fait, on se fait beaucoup chasser par les chasseurs de tête et on reçoit parfois des offres qui sont très attractives, donc d'autres compétiteurs, donc toujours dans le même secteur. J'ai reçu au bout d'un an et quelques mois, d'ailleurs on m'avait dit qu'au bout d'un an, sur le CV, sur LinkedIn, quand on a passé la barre des un an, Ouais, ça prouve que bon, on s'est habitué au monde professionnel au Japon, ouais, on sait à peu près comment ça marche, donc on est facilement employable. ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai remarqué que ça s'était un peu intensifié, les contacts de la part des chasseurs de tête ou des D'accord. RH d'autres boîtes. Ouais. Et j'ai été contacté donc par les RH de la boîte actuelle, Hmm. qui sont venus avec une offre tout à fait intéressante. Et à l'époque aussi, je m'ennuyais un petit peu dans mon boulot, D'accord. donc c'était un peu venu au bon moment. D'accord. Et donc j'ai changé d'emploi. Hmm. Alors on dit souvent hein, au Japon, il faut rester dans la boîte très longtemps parce qu'après la carrière augmente, le salaire augmente, mais c'est de moins en moins vrai. Il y a le Tenshoku, le changement de carrière en cours de carrière, qui s'est beaucoup développé depuis 3-4 ans, j'ai l'impression. Il y a des pubs partout, il y a des applis partout. Et plutôt que d'attendre d'avoir une augmentation qui viendra peut-être un jour ou qui viendra avec le temps, changez dans des domaines qui recrutent, vous aurez des offres. Mais si vous n'avez pas d'offres, allez demander. Et il y a plein de gens qui ont dit ça dans des commentaires. Et moi, je connais des Japonais aussi qui font ça. Surtout les jeunes générations. Maintenant, ils changent. Et comme ça, ils font des bons dans leur carrière et dans leurs revenus, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on voit beaucoup de pubs dans ça, même dans le métro. C'est un très gros marché. Bah, personnellement, je connais un chasseur de tête qui est français Ouais, ouais. et on parlait beaucoup de ça. Il m'a parlé un peu du marché et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et une chose que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est que le Tenshoku, donc le changement d'emploi, ça devient populaire, mais ça reste quand même au sein des Japonais minoritaires, parce qu'en fait, il y a un facteur un peu culturel, je pense, c'est que de ce que j'observe et de ce que disent d'autres gens aussi, c'est que les Japonais ne sont pas forcément les plus ambitieux en termes de carrière professionnelle, C'est très intéressant. Ouais. comparé à, par exemple, aux Coréens ou aux Chinois, Mhm. qu'on voit d'ailleurs pas mal dans les boîtes étrangères ici, parce qu'ils parlent souvent très bien japonais, donc ils ont accès à toutes les opportunités. Les Japonais, eux, sont souvent vraiment partisans de la stabilité, de zéro prise de risque. Et vraiment, c'est pas la mentalité qu'on a en France d'aller chercher les opportunités, d'avoir des promotions, de monter dans les échelles. C'est beaucoup plus posé. Et donc, ce qui fait qu'en tant qu'étranger, on a beaucoup plus d'opportunités en réalité. Et donc, moi, ceux que je vois vraiment grimper rapidement, Ouais. généralement, c'est ou bien les hafu, Ouais, ouais. ou bien les Japonais habitant à l'étranger pendant très longtemps et ayant développé un peu cette mentalité à l'occidentale, ou bien les étrangers qui parlent D'accord. japonais. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est vrai que même dans les gens que je côtoie au Japon, bah, c'est pour beaucoup d'élèves, hein, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient à la recherche toujours d'une meilleure position, meilleur salaire. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais trop réfléchi à ça, mais ok, très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil pour des gens dans ton milieu ou dans d'autres milieux hein, qui voudraient venir au Japon et faire carrière au Japon? Alors à part la langue. Alors, bon, évidemment, la langue, c'est le premier conseil. Après, un conseil très pragmatique en tant que Français de moins de 30 ans, si c'est votre cas, je pense que le VIE, c'est une très bonne solution. Ouais. J'ai rencontré pas mal de Français en VIE ici à Tokyo et je pense que tous mènent une très belle vie. C'est généralement dans une boîte française ou européenne, étrangère. Et ils ont un bon salaire en même temps, tout en ayant un rythme de travail qui n'est pas des plus intenses. Donc ça, c'est une des premières solutions, je pense. La deuxième, c'est peut-être de venir et de chercher d'abord un emploi qui est accessible avec que de l'anglais. Donc je pense notamment à ce que j'ai cité avant, le chasseur de tête. D'accord. Donc le recruiting, comme on dit en anglais, c'est un secteur ici où il y a beaucoup d'étrangers parce que ça recrute même quand vous ne parlez pas japonais. Et si vous êtes par exemple de profil commercial, que vous aimez la vente, que vous aimez le challenge qui vient avec, c'est je pense un secteur qui est excellent pour ce genre de personnes. Parce que en fait, c'est du commercial pour des ressources humaines, des candidats. Il y a beaucoup d'argent aussi pour les gens qui sont bons en ça. Donc D'accord. ça peut motiver Ah, certains.
Mais c'est une des portes d'entrée, je pense. Il y a ça. Je ne conseillerais pas forcément prof d'anglais parce que on sait tous les conditions que c'est pas forcément très bien payé, c'est un peu galère. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire prof de français, honnêtement, faites prof d'anglais, vaut mieux. Maintenant, prof d'anglais, prof de français, c'est la solution de facilité si vous n'avez pas de spécialité, de diplôme, de compétences comme moi ou comme d'autres. C'est une première porte d'entrée et on peut gagner selon où on bosse. Euh, L'autre fois, j'ai interviewé Nicolas donc à Totoli qui disait qu'il faisait des très bons mois en prof d'anglais à Totoli. Alors forcément, c'était peut-être un des rares profs d'anglais. Mais à Tokyo, que ce soit prof d'anglais, prof de français, ça va du simple au quintuple, quoi, les salaires. Moi, je vois des offres d'emploi pour des profs de français dans des écoles qui proposent 1000-1500 yens de l'heure. C'est presque le salaire minimum. Alors que quand tu es là depuis longtemps, quand tu as des diplôme de coach, tu peux trouver des postes à 5-6 000 de l'heure. Mais voilà, c'est plus dur, il faut de l'expérience, il faut des diplômes ou il faut connaître du monde. D'accord. Ouais, donc tu ne conseilles pas forcément prof d'anglais, ben, surtout si on est dans un domaine qui peut recruter, il y a des opportunités, quoi. Tout à fait. Moi, je pense que si les gens ont déjà une expérience en France, dans des boîtes, je pense qu'il y a beaucoup de profils possibles, mais quand on a bossé en entreprise déjà en France et qu'on a de l'expérience, on peut tenter la mobilité intra-entreprise aussi. C'est une autre solution, j'en ai pas parlé. Donc, dès qu'on voit une offre Japon en interne, on postule et on se fait muter ici au Japon, ce qui marche très très bien aussi. Bon, j'ai rencontré certains profils comme ça, c'est vrai un très beau train de vie. Le VIE ou bien la voie royale, entre guillemets, c'est de consacrer du temps aux Japonais. En fait, préparer le projet, entre guillemets, et de prendre le temps que ça prend, mais d'arriver ici et de pouvoir profiter de toutes les opportunités possibles. Et est-ce que tu as déjà rencontré des profils de gens qui n'étaient pas du tout diplômés comme toi? Et, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit ouais, tu interviews que des gens qui ont des diplômes et dans des spécialités qui recrutent. Ben, forcément, c'est plus facile pour venir ici et ils sont plus bavards, plus volontaires pour en parler parce que leur situation est top et ils ont réussi. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui n'étaient pas diplômées et qui ont réussi à rester ici? Qui ont juste le bac ou qui ont fait comme moi un doc de quelque chose ou une licence Oui, bien sûr. Alors là, j'en ai pas mal rencontré et la majorité étaient chasseurs de tête. Donc, d'accord, ok. Ils sont devenus chasseurs de tête alors que... Parce que, comme je disais, c'est un secteur qui recrute beaucoup de gens, parce que c'est un très gros secteur, il y a beaucoup de demandes. Ils ont besoin de beaucoup de chasseurs de tête au Japon et l'anglais, c'est la seule langue nécessaire. Donc la plupart de ces gens-là vont dans ce secteur-là, sachant que en plus, il y a de super opportunités financières, donc ça attire pas mal de ces gens-là. D'accord. Moi, j'ai observé. À part ça, j'en ai pas rencontré. D'accord, ok. Bah, moi non plus, donc à part les profs ou les gens qui sont mariés, mais bon, c'est une autre discussion, quoi. On va peut-être un petit peu dévier. Tu es de quelle origine? Alors moi, je suis du Maroc. Voilà, tu m'avais dit un petit peu sur Insta, donc je savais. Et est-ce que ton origine t'a posé des problèmes en France et est-ce qu'elle t'en pose au Japon ou pas du tout? Très bonne question. Alors c'est très intéressant parce que j'ai été étranger en France, je suis étranger au Japon maintenant, donc je suis d'origine marocaine, mais je suis né et grandi au Maroc, je ne suis pas français. D'accord. Donc juste pour préciser, je suis allé en France quand j'avais 18 ans, en 2012. Et franchement, jusqu'à être diplômé, j'ai jamais eu aucun souci. En France, j'ai jamais été victime de racisme ni quoi que ce soit. Certains de mes amis l'ont été. Je pense que c'est du cas par cas. Malheureusement, ça existe dans n'importe quel pays. Cela dit, quand j'ai été diplômé, c'est vrai qu'il y avait le Covid qui a joué. Le Covid a pas mal impacté. Mais je me rappelle m'être fait refuser des offres quand on m'a demandé en fait si j'avais la nationalité française. Et pour une question de soi-disant de visa, ce qui n'est pas forcément très compliqué quand on est une boîte qui se respecte, ça se fait tout le temps. Mais bon, il y avait le Covid, il y avait pas mal de facteurs, mais je pense que ça joue, ça impacte en France certainement. Maintenant au Japon, donc comme j'expliquais précédemment, je pense que quand on parle japonais, être marocain ou être français ou être américain, peu importe, en réalité, les Japonais s'en fichent. Je pense qu'il y a japonais étrangers. C'est ça, exactement. Voilà, et qu'on éventuellement asiatiques, chinois, coréens et les autres étrangers. Et encore, voilà. Et encore, parce que même eux, sur le marché de l'emploi, ils se régalent, je pense. Ils sont très bien. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, voilà, ça dépend, c'est un peu cas par cas. Mais personnellement, au Japon, zéro racisme. Je pense que les Japonais sont très très sensibles, très reconnaissants envers les gens qui font l'effort d'apprendre leur langue et de comprendre leur culture. Et donc là, que vous soyez marocain ou français, peu importe, je pense qu'ils vous respecteront énormément. Et il y a vraiment, on sent ce sentiment d'accueil, en quelque sorte. J'ai senti beaucoup au travail. Les collègues sont majoritairement japonais. Ah, ok. Même si c'est des boîtes étrangères, je pense que 95% c'est des japonais. D'accord.
Et les personnes sont très très aimables, ils sont toujours très respectueux de l'effort qui a été fourni pour apprendre la langue, etc. Et j'ai jamais senti quoi que ce soit en fait. D'accord. Ni dans le Et recrutement, ni dans la vie de tous les jours. pour trouver un appartement, comment tu t'y es pris? Ta boîte t'a aidé ou tu as fait ça tout seul? Et est-ce que ça a été galère ou pas du tout? Oui, alors en fait, je me suis pris tout seul, donc la plupart des choses, je me suis pris tout Ouais, seul. ouais, d'accord. J'avais pas le fameux contrat expatrié où on vous fait tout. Ah, J'étais pas en position de luxe, mais j'avais le luxe de parler la langue. Par contre, je pense qu'il est quand même quelque chose de sympa. Et en fait, avant de venir ici, donc à la base, j'aime beaucoup l'architecture au Japon, pas les bâtiments qu'on voit dans la vie de tous les jours qui sont assez fonctionnels, carrés, pas forcément très beaux. En fait, le Japon a beaucoup d'architectes assez renommés dans le monde bien sûr. qui font de l'architecture moderne qui est très belle, très minimale. Et j'avais recherché un peu sur Internet et avait trouvé que même en location ici au Japon, il y avait des appartements D'accord. qu'on appelle les designers mansion, qui sont en fait des appartements très design, vraiment différents de l'appartement de base au Japon, mais pas forcément plus cher. Pour D'accord. autant, c'est ça qui est surprenant. Ok. Et j'avais remarqué aussi qu'il y avait des agences immobilières spécialisées en ce type de logement. D'accord. Et j'avais visé 2-3 entreprises comme ça avant de venir. Et comme je pouvais lire leur site parce que je pouvais lire le japonais, en Ouais. fait, j'avais déjà ciblé vraiment précisément. Et dès que j'ai signé mon contrat de CDI, parce que comme en France, au Japon, en fait, le CDI, c'est un peu le Saint Graal qui débloque tout, Bien sûr. le compte en banque, le logement, etc. Dès que j'avais signé donc, le CDI, j'ai contacté une de ces agences immobilières. J'avais trouvé moi-même l'appartement qui m'intéressait sur leur site. Et j'ai dit, j'ai envie de visiter cet appartement. Et voilà, ils étaient ravis de me montrer le truc. D'accord. Le fait d'être étranger, ça a posé aucun souci. Non, on m'a dit par contre que, parce qu'en fait au Japon, quand on loue un appartement, il y a non seulement la compagnie qui gère donc, le logement, qui gère l'offre du logement, donc c'est l'agence immobilière, mais il y a aussi une compagnie d'assurance, je pense, qui fait en fait le screening des gens, la sélection des gens selon votre profil, c'est-à-dire l'emploi, la stabilité financière, etc. Bon, le Ouais. fait d'avoir un CDI, c'est la clé majeure en réalité, et de parler japonais. Donc voilà, les deux points importants, c'est ça. Et du fait que je parlais japonais et que j'avais signé avec une boîte qui est assez connue même au Japon, en fait, j'ai pas eu de soucis de discrimination, même si je sais que certaines personnes ont D'accord. vécu ça. Ouais. Ouais, de ce que j'ai entendu, alors ça c'est pour quand on est étranger, il y a effectivement cet intermédiaire qui sert de screening et qui vous pose des questions, qui demande si, il demande même des contacts d'urgence et en fait il les contacte pour savoir comment ils vous connaissent et il voit rapidement si vous parlez bien japonais. Et par contre si vous êtes marié, là il n'y a pas du tout ça, vous pouvez avoir des garants, parce que tu n'avais pas de garant j'imagine. Non, j'avais pas de garant. Voilà, donc en fait ça joue le rôle du garant si vous voulez, et en même temps ils font des contrôles pour voir un peu si vous pouvez être un bon locataire. D'accord, et ça fait donc 3 ans et quelques que tu vis ici, c'est ça? 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc tu es toujours dans le même appartement? Toujours dans le même appartement que j'ai renouvelé récemment. D'accord. L'appartement, aussi c'est un autre message, hein, je pense que tu l'as déjà transmis dans ta chaîne, mais je voulais un peu remettre le... C'est toujours bon de répéter. Voilà, c'est toujours bon de répéter parce que j'en avais un peu assez des clichés qu'on véhicule en France ou à l'étranger. C'est très cher, c'est très petit, on vit tous dans un 2 mètres carrés, c'est ça? Pareil, il y a des mecs, ouais, je vis à Tokyo, donc forcément je vis dans 10 mètres carrés. Non, tu as choisi d'habiter à 2 minutes à pied de la gare de Ginza ou de Shinjuku. Mais tu te mets à 15 minutes à pied de n'importe quelle grande station, tu as des quartiers très bien et beaucoup, beaucoup moins chers. Alors je sais pas, toi tu habites à peu près dans quel coin sans donner trop de détails? Ah, moi j'habite à l'est de Tokyo. Je peux donner le nom de la zone, hein, c'est pas une zone qui est ultra connue, ça s'appelle Kiyosumi Shirakawa. C'est une zone qui est connue pour ses cafés. Il y a beaucoup de cafés, c'est un coin très sympa à habiter, très calme. Ça plaira à Nico de Kyoto. Nico, si tu regardes la vidéo, il y a des cafés aussi là-bas. Ah oui, c'est je pense le quartier où il y a la plus grosse concentration de cafés, d'accord, ok. assez qualitatif. Genre par rapport à la gare de Tokyo, où on est aujourd'hui, c'est à quoi? 20 minutes en train, un peu moins? Écoute, oui, c'est exactement à 20 minutes. De chez moi, ici, c'est à 20 minutes. Donc D'accord. finalement, je ne sais pas comment on définit le centre de Tokyo. Certains te diront que c'est la gare de Tokyo Ouais, plutôt que Shibuya. À Tokyo, c'est difficile, il y a plusieurs centres, donc Voilà, ça c'est ça. dépend où tu bosses. Mais voilà. Puis la ligne Hanzo-Monde, qui est une ligne très pratique pour aller jusqu'à Shibuya en direct, etc. Mmh. Donc c'est comme ce que disait Sam, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'habiter juste à côté parce que les transports au Japon sont excellents. Tellement pratique. Il n'y a pas de bruit, c'est pas sale, etc. C'est un plaisir de monter dans le train. Donc j'ai toujours pensé que personnellement, même habiter à 40 minutes de mon boulot, ça ne me dérangerait pas. D'accord. Ouais. Parce que c'est tellement confortable, il n'y a personne qui pousse, etc. Que... Après, selon les lignes, effectivement, ça change. Selon les horaires, si Voilà, vous, c'est ça. vous prenez un plein rush sur la Tokaido, effectivement, ça peut être, vous allez être debout. Alors moi, je l'ai déjà fait, hein, le rush de la Tokaido pour aller à Tokyo. Alors c'était Ouais. pas forcément tous les jours. Il y avait du monde, on était debout. C'était pas insupportable, mais c'était pas forcément très agréable. Après, si vous pouvez bosser un peu en décalé ou sur d'autres lignes,
voilà, le rush, il est assez concentré finalement le matin. Ouais, tu disais que donc, ton logement, c'était pas comme tous les clichés qu'on entend sur Voilà. le net. Donc déjà, oui, c'est pas comme les clichés. Déjà, c'est pas tout petit, c'est un 42 mètres carrés. À Tokyo, je suis quand même pas en banlieue, je suis vraiment dans un des arrondissements de Tokyo. Pas si loin de ça que de Shibuya, je suis à 25 minutes de Shibuya. Ah ouais. Et je paye, je peux même le dire, pour Ouais. montrer aux gens que c'est vraiment moins cher que Mhm. Paris. Ça fait combien de yens? C'est 110 000. 110 000 yens? Voilà, c'est ça. C'est rien, hein. Pour 40 mètres carrés, c'est vraiment rien. Ok, ok. Voilà. Donc, juste pour un peu renverser l'image de... Et est-ce que c'est bien isolé? C'est très bien isolé parce qu'en Ouais. fait, le truc est en concrete. Donc, Ouais. je sais pas comment Ah ouais, dire. d'accord, oui, c'est ça, en béton. En béton. Ouais, ouais. Et du coup, tu as du double vitrage J'ai aussi? le double vitrage aussi, j'ai une baie vitrée de 6 mètres avec un double vitrage. Tout ça pour dire que voilà, il y a de tout à Tokyo. Ouais. Quand on sait un peu chercher l'information, c'est vraiment le truc clé, c'est de trouver l'information et ne pas aller se précipiter sur les offres pour étrangers, qui sont souvent des offres un peu sur... Ouais, voilà, c'est souvent ceux qui critiquent les logements, que ce soit des Français ou des étrangers, hein. J'ai vu des Anglais dire ouais, au Japon, c'est impossible d'avoir un appartement isolé. Mais c'est des gens qui parlent pas japonais, qui sont arrivés comme ça, comme des fleurs. Alors, c'est normal, il faut bien commencer. Oui. Mais voilà, et qui ont vécu dans un appartement, tu sais. Ouais, mon premier appartement à Tokyo, c'était comme ça. Donc forcément, au Japon, tous les appartements sont comme ça. Ouais, ça fait doucement rigoler. Enfin bon, d'accord, bon, ça c'est cool, merci. Donc encore un témoignage qui va dans le bon sens, hein. Il y a de tout, hein. Il y a effectivement des apparts très mal isolés Bien sûr. et chers et près du centre, mais il y a aussi plein d'endroits très très bien et très abordables, hein. Mm. Et je voulais savoir, dans ta société, donc il y a beaucoup de Japonais, est-ce que tu as un rythme de travail japonais? Est-ce que tu fais des heures sup? Est-ce qu'elles sont payées? Est-ce que tu as des sorties avec les collègues obligatoires ou pas du tout? Alors, je suis ravi que tu poses la question parce que ça va nous permettre un peu de démystifier un autre côté qu'on entend beaucoup, qui serait que tout le monde au Japon bosse comme un forcené. Alors j'ai de la chance d'avoir des horaires tout à fait corrects. En fait, même pour comparer, parce que j'étais exactement dans le même secteur en France, je suis aujourd'hui dans une boîte similaire, vraiment un environnement très similaire, mais pour te dire, je bosse moins qu'en France. D'accord, Donc, ok. c'est- Donc voilà. une des différences, par exemple, tu sais, quand on est CDI en France, dans une entreprise en tant que cadre, il n'y a pas d'horaire limité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'horaire délimité sur le contrat. Tu es censé faire des heures sup selon la charge de travail, tes responsabilités, etc. Au Japon, même en tant que CDI, cadre, même en tant que manager et compagnie, en fait, il y a cette plage horaire écrite sur D'accord. le contrat. Et sur mon contrat actuel, en fait, je suis à 7,5 heures par jour, D'accord. ce qui, je pense, serait le rêve de pas mal de... Ouais, c'est bien, hein. Et du coup, si tu dépasses, ben, c'est payé. Si tu dépasses, alors, c'est payé à partir de 15 heures d'heures sup ou un truc comme ça, à partir de au-delà de ça. D'accord. Mais ce qui n'est pas beaucoup en réalité, 15 heures Ouais. d'heures sup. Parce qu'en fait, il y a des contrats où les heures sup, comme tu viens de le dire, jusqu'à tant d'heures sup par mois, c'est compris Voilà, c'est ça. dans votre salaire, que vous les fassiez ou pas. Et après, si ça dépasse, il y a des contrats où, par contre, dès que vous faites une heure sup, c'est payé. Mais ça dépend vraiment des boîtes et des contrats. Tout à fait. Donc sur la boîte précédente, j'étais un peu en CDI, on va dire un peu moins premium entre guillemets, même si c'était un CDI aussi. Et en fait, c'était différent parce que c'était un salaire qui était fixé aussi, mais les heures sup étaient toutes payées. Le salaire était plus faible, D'accord. mais toutes les heures sup étaient payées. Donc si je bossais énormément, je faisais beaucoup de zangyo d'heures supplémentaires par mois. Ouais. Et j'avais des fins de mois assez confortables, D'accord. mais pour ça ça- demandait de faire l'effort. Ouais, c'est pour ça, comme disait Nico dans son interview, il y a des gens qui font plein d'heures sup pour presque doubler le salaire. Ils font rien de la journée, puis à partir de 17-18 heures, ils commencent à bosser. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de Japonais qui réfléchissent comme ça. Ils sont là sans faire grand-chose. Et... Ouais, voilà, le système est un peu vicieux aussi, hein. Le salaire est bas et on vous met toutes vos heures sup, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Bah, tu restes, hein. Voilà, Donc c'est ça. voilà, les gens qui bossent jusqu'à 20h, 21h, 22h, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont envie de le faire pour gagner plus. D'accord, ok. Voilà. Et donc, pour répondre à la question de façon précise, donc il y a à peu près que des Japonais avec moi. Le travail se fait en japonais, les meetings aussi, etc. Et l'ambiance est, je dirais, vraiment très similaire à ce qu'on a en Europe. C'est-à-dire que les Japonais, ces Japonais-là ont généralement vécu un peu à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut leur parler de façon tout à fait honnête, on peut dire la chose quand il y a un problème, on peut le D'accord. dire directement. Ouais, ouais. Il n'y a pas cette ambiguïté un peu qui met mal à l'aise pas mal d'étrangers au Japon. Dans les meetings, ça y va. Et en fait, l'ambiance est très bonne. Les gens sont très professionnels, très cordiaux parce qu'on reste au Japon. Et donc, je dirais pas beaucoup de pression. Selon les équipes, évidemment, ça va changer. Selon ton manager, comme d'habitude. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Mais j'ai pas le mode de travail à la japonaise. D'accord. Et ça, je voulais ajouter une précision par rapport à ça.
il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, en étant dans une boîte internationale, c'est bien, en étant dans une boîte japonaise, c'est mauvais. Je pense que c'est pas aussi noir et blanc. En fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle au Japon les Hawaii Tokigyo. Ouais, d'accord. Ça veut dire les entreprises blanches. Ouais. Et en fait, c'est des entreprises japonaises qui sont réputées pour avoir vraiment un super cadre de travail. Je donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un qui travaille chez SoftBank, Ouais. donc un des plus gros opérateurs de télécom au Japon. On pourrait croire que c'est le truc à la japonaise totalement. En fait, la personne était en full remote, D'accord. CDI, hein, Ouais. full remote, 21 jours de vacances par an, Ouais. un salaire, je pense, confortable, de ce que j'ai compris. Ouais. Mais déjà, les 21 jours de vacances plus full remote, même dans une boîte internationale, c'est assez rare en Ouais. réalité. Donc tu vois, il y a des boîtes japonaises qui ont même des conditions de travail supérieures à ce qu'on trouve dans une multinationale. Mais ce qui est très bien au Japon, encore une fois, c'est que l'information est disponible en ligne. Quand on sait chercher en japonais, on trouve l'info. Ouais, c'est assez facile à trouver. Comme quand Voilà. il y a des gens qui disent ouais, les Black Kidyo, les sociétés noires japonaises qui exploitent les gens, elles ont pignon sur rue, tout le monde les connaît. Tu vas 3 secondes sur Google, tu cherches Black Kidyo, tu mets le nom de la société, tu vois de suite si c'est une Black Kidyo ou pas. Donc si tu y restes, c'est que tu as une raison d'y rester. Comme tu dis, ça recrute de partout, il y a pas de chômage. Donc pareil, les White Kidyo, j'en avais parlé dans un journal il y a quelques années, il y a 2 ans quand je faisais le journal du Japon. Et il y a de plus en plus de boîtes, comme elles ont du mal à recruter, ben, elles font des promesses, elles améliorent les conditions de travail. Je ne connaissais pas le terme White Kidyo, mais c'est amusant. Et ça ne m'étonne pas trop que les sociétés se battent entre elles pour garder les gens de talent. D'accord, donc Tout à fait. Sachant que la génération actuelle des Japonais, les jeunes Japonais, sont de plus en plus exigeants envers les entreprises, les conditions de travail, etc. C'est plus on accepte et on se sacrifie. ils Et n'ont pas ça, du tout envie de faire comme leurs parents. voilà, c'est ça. Et ça y va au Tenshoku. Donc si ça leur plaît plus, ils vont changer d'entreprise. Donc il n'y a pas le choix, en fait. Ouais, chez les jeunes, tu disais les Tenchoku, c'est encore pas très réputé, pas très pratiqué par une grande frange de la population. Mais chez les jeunes, moi j'ai des élèves qui ont des fils, des filles qui ont commencé à travailler, qui ont 22-23 ans, ils ont déjà changé de travail 1 ou 2 fois par des trucs comme ça. Donc vraiment les jeunes générations, ça change, hein. Ah, c'est ça. Et puis, quand on prend le métro à Tokyo à 18h30, donc moi je sors généralement 18h15, 18h30 je suis dans le métro, c'est je pense, une des pointes en termes Ouais. d'horaire. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à 18h30. Exactement, ouais. Donc pour moi c'est un des indicateurs, tu vois, que c'est un changement. C'est sûr. Après oui, ils peuvent commencer plus tôt peut-être, mais bon, les gens commencent jamais plus tôt que 9h. Ouais, le Japon, c'est un pays qui commence tard. Les magasins, les sociétés, moi je vois plein de mes élèves. Alors il y en a certains qui choisissent, qui font le choix de commencer tôt pour Ouais. finir tôt, Oui. mais la majorité des gens commencent à 9, 9h30, 10h. Et les magasins, c'est pareil. Les magasins, les musées, presque tout ouvre à 9, 10h. Donc c'est un peu déroutant quand on est touriste des fois. Ouais, je vais là, j'arrive à 8h, la boulangerie elle est fermée. Voilà. Mais voilà, c'est le Japon, vaut mieux être lève tard. Et est-ce que ta vie au Japon te plaît? Et est-ce qu'il y a des trucs qui te plaisent pas? Alors, ma vie au Japon me plaît énormément. Bien sûr, par rapport au début, ça devient normal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'habitue un peu à la vie de tous les jours. On n'est plus aussi impressionné par pas mal de choses. Tu vois, même ce quartier-là où on est, Marunouchi, donc un quartier qui ressemble un peu à New York, on dira. Au début, ça impressionne, tu vois, les tours, parce qu'on n'a pas ce genre de quartier en plein centre de Paris. Et même au niveau du scale, c'est différent, tu vois, au niveau de l'échelle. Ouais, puis c'est aéré, c'est moderne, propre. tu as de la verdure, tu vois, derrière nous, il y a des arbres, c'est propre. Il n'y a pas tant de bruit que ça. Alors là, on entend peut-être du bruit parce qu'il y a des 3 voies, Ouais. mais c'est pas bruyant en fait. Pas du tout. Et au début, on est très très impressionné par l'échelle des choses et tout. Et là, tu vois, ça devient normal. Et c'est un peu comme ça la vie au Japon. C'est qu'au début, on est vraiment très très impressionné. Les trains, le service, tout ça, ça nous impressionne. Et puis à un moment, on s'y habitue. Après, ça reste tout à fait plaisant parce que moi, il y a certains côtés de la culture que j'aime beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle j'ai immigré ici. C'est que à la base, j'aime bien quand la chose est bien faite. Je suis un peu de cette personnalité un peu soucieux du détail. Ouais, ouais. Et je pense que quand on est comme ça, c'est un peu le paradis sur Terre. Ouais, carrément. C'est clair. Parce que en fait, où qu'on aille, le service est excellent et on n'a pas besoin de payer un bras pour recevoir un très bon service au Japon. Je pense que c'est le seul pays au monde où on a ce niveau et cette constance dans le niveau d'excellence. Donc ça, d'une part, et ça disparaît pas, c'est toujours là au quotidien et on le sent Ouais. et ça contribue à notre bonheur. Je vais te donner un exemple. J'ai fait tomber mon téléphone, mon smartphone un jour dans ma station en rentrant chez moi à 23h. Ouais. 23h. J'ai flippé évidemment, parce que le téléphone, il y a plein de trucs, etc. Et je n'arrivais pas à le trouver. Je suis remonté dans le train, il n'y était pas, puis je suis retourné à ma station.
Puis il était 23 heures, je suis allé chez l'agent de la station. Donc, il y a un agent de station généralement dans quasi toutes les stations au Japon. Et à 23 heures, il était là. Donc là encore, niveau de service. Et puis, j'ai juste fait part de mon problème. Et au bout de 5 minutes, il me donne mon téléphone. Voilà, il y a un japonais, une japonaise qui a apporté mon téléphone. Ça aussi, c'est la qualité de vie pour moi. C'est-à-dire ce souci enfin, ce sens du confort et de la sécurité, le niveau de service, la propreté de la ville évidemment, et puis le fait que c'est une ville où on a tout ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire peu importe la passion de la personne, je pense que c'est une ville qui peut énormément satisfaire. Ouais, bien sûr. J'ai un ami amateur de voitures, vraiment fan, otaku de voitures, qui est venu me rendre visite en vacances. J'étais en extase, tu vois. Ouais, À ouais. Tokyo, il y a tout ce que tu veux, que ce soit les concessionnaires, les voitures dans la rue, etc. Personnellement, c'est la mode et l'architecture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même en France, qui le savent, mais c'est un pays qui est très fort en ça. Mais peu importe en réalité, que ce soit par exemple la gastronomie, ils ont le plus d'étoiles Michelin dans le monde. Exactement. Et donc, en fait, quoi qu'on veuille faire, on peut le faire à Tokyo. C'est la plus grande ville du monde, mais c'est aussi la ville, je pense, la plus calme, la plus sereine. Et donc, ce mix, ce confort de vie, ce manque de stress, parce que finalement, le stress au Japon, je pense, on le ressent surtout au travail. Ouais. Mais quand tu contrôles le facteur travail, tu as Exactement. contrôlé ton stress, c'est fini. En fait, il n'y a pas de stress dans le quotidien, tout simplement. Donc, ma vie, oui, me plaît beaucoup. D'accord. Ok. Tokyo, ça peut correspondre à tout le monde. Alors, si vous êtes amateur de randonnée, de campagne, évidemment, il y a d'autres régions qui seront mieux pour vous. Mais même en bossant à Tokyo, vous prenez le Shinkansen ou un train local, et en 1 heure, vous êtes sur la plage à Enoshima. Vous prenez le Shinkansen en 1 heure et demie, je pense, vous êtes à Nagano, vous êtes dans les montagnes. Donc, c'est très, très, très facile de changer complètement d'ambiance et de paysage. Moi, quand je faisais des visites à Kamakura avec des clients, le matin, ils partent de Tokyo, ils sont à Akihabara. Et 1 heure après, on est à Kamakura, on entend les oiseaux chanter, on n'entend pas un bruit. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut vraiment correspondre à tout le monde. Je pense que tu as entièrement raison sur ce point. Et est-ce qu'il y a quand même des trucs qui te plaisent pas ou vraiment rien du tout? Non, non, bien sûr, il y a des choses négatives évidemment. Après, je dirais qu'en tant qu'homme étranger, il y a peu de facteurs négatifs de cette société qui vont venir nous impacter. Je pense que le facteur principal serait le manque de langue et donc le fait d'être un peu traité à l'étranger, pas de façon raciste, mais de façon un peu tu es différent. Donc on va te faire un traitement un petit peu différent et donc tu ne seras pas intégré à 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. C'est pas forcément méchant ni déplaisant. Ouais, moi je trouve ça plutôt positif. Oui, voilà, il y a des gens qui trouvent ça positif. Souvent la discrimination elle est positive. Alors des fois elle peut être un peu, il y a une petite distance, Oui, mais parfois c'est plutôt positif. On va vous laisser passer des choses qu'on ne laisserait pas passer à un japonais. c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Un autre point, Ouais. et je pense pour moi le plus gros point, négatif ou un peu difficile à gérer, c'est la relation humaine, notamment dans l'optique de se faire des amis ou de se faire une partenaire Ouais. amoureuse, d'avoir une copine par exemple ou d'épouser quelqu'un au Japon, Ouais, ouais. même avec la langue, Ouais. même en parlant de façon fluide, tu vois, Ouais. sans souci, en Ouais. comprenant ce qu'ils disent et en se faisant Mhm. comprendre. En fait, il y a juste le fait que culturellement, la communication est différente. Et ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Il y a beaucoup de tes invités, je pense, qui disaient ça. Tu ne peux pas avoir toutes les conversations que tu as avec des Français, non. par exemple. Et c'est vrai que ça me manque souvent d'avoir ce niveau de conversation où tu peux parler, en fait, pas forcément de politique, Mm. mais juste exprimer ton opinion de façon un peu argumentée. Ce que je pense en France, tout le monde est capable Bien sûr, de bien faire sûr. de façon tout à fait naturelle Mm. parce qu'on a reçu l'éducation pour ça. Voilà, on apprend à réfléchir par soi-même, alors qu'ici on apprend plus à répéter. Alors c'est en C'est train de changer doucement, mais ça prendra du temps, quoi. Voilà, sauf les gens qui sont allés en école internationale, tu vois, qui sont Voilà. des exceptions. La plupart des Japonais, je dirais, en fait, même s'ils en sont, c'est là la nuance importante, c'est que même s'ils sont très smart et qu'ils en sont capables, c'est-à-dire en entreprise, tu les vois, ils peuvent faire des trucs et des réflexions très intelligentes et tout, mais dans les relations humaines, ce n'est pas requis, ce n'est pas demandé, et c'est même parfois négativement Bien sûr. vu. Bah, c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo sur les couples, je sais pas si tu l'as vu Ouais. encore, mais Mhm. où je parle des difficultés, la barrière de la langue et la barrière de la culture, la façon de communiquer, les choses qui se disent pas, le kukiyomu, lire l'atmosphère. Et il y a des choses qui vont être évidentes pour un japonais et pour un français, même en parlant très bien la langue, comme toi, on n'aura pas les références culturelles, on n'aura pas grandi dans tout ça. Et peut-être que des fois, on va avoir des petites incompréhensions. Donc, ouais, c'est intéressant. Alors, en fait, comment dire, la relation est très facile, c'est juste quand tu veux approfondir cette relation-là, tu veux te faire de vrais amis sur lesquels tu pourrais compter à tout moment, ça prend beaucoup de temps, je pense. Et tu parlais de relations amoureuses, tu as essayé de faire des rencontres? Est-ce que tu as fait des rencontres? Oui. Est-ce que tu as utilisé des applis? Comment tu as fait?
Alors j'utilisais pas mal d'applis effectivement au début. Enfin, une appli que j'ai rencontré pas mal de gens. Ouais. C'était pour moi l'opportunité de pratiquer mon japonais Ouais, c'est aussi. un bon moyen de rencontrer des Japonais, juste tu payes le resto et puis même si tu veux pas aller plus loin. Voilà. C'était quelle appli? Il y en a plein, il y a Pairs, il y a Bubbles, il y a Tinder. C'était Pairs à l'époque. Pairs, ok. Voilà, donc je voulais rencontrer des japonaises pour pratiquer et pour aussi, si possible, trouver une copine. D'accord. Et tu cherchais des japonaises qui parlent pas de langue étrangère, parce que je crois qu'on peut choisir, on peut regarder un peu Oui. si elles ont des. Oui, en fait, je faisais pas la distinction, mais c'est D'accord. juste que quand elles voient que tu parles japonais, généralement elles te parlent japonais. Même si D'accord, elles ok. sont bilingues anglais, en Ah, fait, ok. les japonaises, quand elles voient que tu peux parler japonais, Ouais. c'est automatique. D'accord. Ça devient japonais, ce qui me déplaisait pas. Ok. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens à travers ça, des gens plus ou moins intéressants, mais tous très gentils au fond. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué beaucoup de choses, hein. On peut faire tout un épisode Ouais. sur ça. Ah, ça c'est intéressant. Parce que à l'époque, en 2018, j'avais une copine au Japon D'accord. et je parlais pas japonais. Donc Ok. là, j'ai rencontré une personne qui parlait anglais, D'accord. ce qui est, comme tu le sais sûrement, un type un peu différent de la masse. Et donc, de façon très intéressante, les gens que j'ai rencontrés cette fois-ci sont très différents. D'accord. C'est des gens qui souvent parlent pas anglais, qui sont voilà, mais qui sont pas forcément dans le cliché qu'on imagine. C'est-à-dire, c'est pas forcément parce qu'elles n'ont pas habité à l'étranger ou qu'elles parlent pas anglais qu'elles sont fermées d'esprit ou qu'elles sont pas expressives de façon amoureuse, etc. D'accord, ok. J'ai rencontré un peu de tout. Par contre, ce qui est difficile, c'est de trouver des gens, comme je disais, qui ont cette capacité à argumenter. Et je pense que tu en parlais un peu dans la vidéo des couples et il y avait des commentaires dans ce sens-là. On peut rencontrer des gens voilà, qui font un boulot même, je sais pas, sélectif, des gens qui ont fait des études, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on aura une discussion sympa, intéressante avec les gens, parce que culturellement, il y a ces barrières. Après, j'ai rencontré des gens aussi qui en sont capables, et c'était très plaisant, parce qu'on a une japonaise avec tous les points positifs, c'est-à-dire cette politesse, Ouais. cette façon d'être qu'on aime bien, mais aussi on a ce côté un peu à l'occidental, où elle est capable de dire ce qu'elle pense, d'être critique envers la société japonaise, parce qu'en tant que femme, évidemment, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi je parle pas beaucoup des coins négatifs, c'est parce que je le vis pas vraiment, Ouais. mais l'inégalité homme-femme au Japon, c'est assez sévère. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont critiques envers ça, et surtout quand elles rencontrent un étranger, elles savent qu'elles peuvent en elles peuvent parler. se lâcher, librement. Voilà, elles peuvent se lâcher. Et donc j'ai rencontré ce genre de Mm. personnes. Et sinon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en fait, c'est très facile de se faire une copine au Japon, parce que j'ai l'impression que c'est pas le même poids qui est donné à la chose. Je pense, de ce que je comprends, qu'il y a un peu une pression sociétale, de se mettre en couple et in fine de se marier, et que les gens sont un peu pressés de se mettre en couple pour réaliser ça. Bah ouais, en tout cas, les femmes passent un certain âge, près de la trentaine, elles veulent se marier, quoi. C'est la course au mariage, quoi. Absolument. Donc tu as 30 ans, donc j'imagine que tu as rencontré des femmes qui avaient à peu près cet âge, ou un peu plus jeunes, un peu plus vieilles. Alors, très intéressant, c'est une autre thématique intéressante. J'ai rencontré des gens au début qui avaient mon âge. Ouais. Seulement, ce que j'ai remarqué, sans vouloir faire trop de généralité ou être méchant, mais j'ai remarqué une chose que pas mal d'étrangers aussi soulignent, c'est que le niveau de maturité par rapport à ce à quoi on a l'habitude en France n'est pas forcément le même. Et donc, tu vas beau rencontrer des gens qui ont 30 ans. En fait, quand tu viens parler, par exemple, des centres d'intérêt, et qu'on te dit que le seul centre d'intérêt, c'est Snoopy ou Disneyland, je veux bien respecter, tu vois, Ouais, tous les bien centres sûr, bien sûr. d'intérêt. Il y en a un. Mais quand c'est que ça, tu vois, tu sens qu'il n'y aura pas beaucoup de points communs, pas beaucoup de choses à partager. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait peut-être que je rencontre des gens un peu plus âgés D'accord. pour peut-être avoir des discussions un petit peu plus intéressantes. D'accord. Et ce que j'ai observé, du coup, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas, mi-trentaine, Ouais. voire fin trentaine, en fait, étaient vraiment différentes des filles qui avaient fin vingtaine. Et là, on arrivait vraiment à avoir des discussions intéressantes. C'était aussi pas mal de... Je pense qu'il y a l'âge aussi qui fait ça. Quand elles ont cet âge, qu'elles sont généralement pas mariées, c'est qu'elles ont été ou bien carrière woman ou bien ce genre de profil. Il y avait très peu de femmes divorcées. Il y avait par contre pas mal de femmes qui n'avaient pas été, qui s'étaient pas mariées avant, qui étaient en fait assez ambitieuses en termes de carrière. Et ces femmes-là, c'est vrai qu'au Japon, généralement, malheureusement, elles ont une image pas forcément appréciée auprès des hommes. Mais du coup, ça fait un peu le bonheur des étrangers parce qu'elles correspondent un peu vraiment à ce que nous, on a tendance à trouver comme attractif en Europe. C'est-à-dire une femme indépendante, qui a quelque chose qui la passionne, qui fait ce qu'elle aime, etc. Et qui peut avoir des discussions aussi sur à peu près tout. Et donc voilà, donc, j'ai rencontré ce type de profil. Cela dit, dans l'optique tu vois, future d'un mariage, je me suis dit que une personne beaucoup plus âgée, en fait, ce serait pas forcément facile parce qu'on n'est pas dans les mêmes stades de vie, etc. Donc ça peut, tu vois, créer des... Et ces personnes que tu as rencontrées là, du coup, elles voulaient vraiment se marier aussi. Tu sentais un peu la montre
qui tourne ou... Oui, en fait, je pense que de façon générale au Japon, la plupart des femmes veulent se marier. Je pense Ouais, qu'on est dans une c'est culture qui reste, 100%, ouais. 99%. voilà, une culture assez conservatrice sur ce genre de points. Ces femmes-là, je pense, pour la plupart, elles avaient laissé de côté le mariage, la relation amoureuse. Elles s'étaient concentrées sur leur travail. Puis à un moment, elles réalisent qu'en fait, vivre seule, c'est pas forcément facile, émotionnellement, etc. Et donc, elles reviennent au galop, en fait, et elles requièrent encore plus fort que d'autres personnes le mariage, etc. Et puis pour avoir des enfants, en fait, elles veulent se marier, c'est pas seulement pour avoir un mari, hein, c'est aussi pour avoir des enfants. Avoir des enfants au Japon, ça veut dire être marié. Il y a, je crois, 1% ou 2% d'enfants hors mariage, mais c'est très très rare. Voilà, c'est ça. Donc j'ai rencontré un peu tout type de profil. Et puis récemment, j'ai rencontré une personne qui a mon âge, D'accord. avec laquelle ça se passe plutôt bien, qui est ouverte d'esprit, capable d'avoir pas mal de discussions différentes et qui, de façon assez rare, est assez affectueuse, etc. Donc voilà, je pense que il y a beaucoup de profils différents. En parlant japonais, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens différents. Et, bien sûr, il y a des généralités qu'on peut appliquer. Il y a des traits culturels, on va dire. Mais je pense qu'au sein des japonaises, il y a beaucoup de gens différents. Voilà, comme j'avais dit dans la vidéo, les japonaises, Voilà. ça veut tout dire et rien dire. Il y a Vraiment beaucoup de tendances, comme tu l'as dit, hein, mais il y a des exceptions, il y a tellement de gens différents. Donc on peut trouver la perle rare, il y en a. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on a fait un peu le tour de tout ce que tu avais à dire Juste pour résumer, en fait, le point essentiel, c'est si vous pouvez d'apprendre la langue, plus important que tout, je pense. Puis à part ça, ne pas écouter les clichés, les on-dit, c'est un pays stressant, etc. Ça l'est pour certaines personnes, mais il y a des moyens d'avoir une bonne vie ici en faisant des recherches, en s'informant et en choisissant des voies qui ne sont pas forcément stressantes, etc. On peut avoir une excellente qualité de vie à Tokyo, à mon sens, supérieure à ce qu'on peut avoir en France. Alors, J'ai pas mal d'amis en France qui font des postes similaires ou des choses comme ça, mais c'est incomparable. D'accord. Parce que dans la vie de tous les jours à Tokyo, on a juste un niveau d'infrastructure, etc., qu'on n'a pas à Paris, pour être tout à fait honnête. Et donc moi, je dis que pour les gens qui sont vraiment passionnés, qui veulent se donner les moyens, c'est-à-dire la motivation pour étudier un peu, etc., voilà, je recommande à 100% le pays. Alors, une dernière question que j'ai jamais posée encore à personne. On en a parlé un petit peu avec Jus dans des lives, mais est-ce que d'après toi, il y a un type de personne qui aura du mal, j'allais dire qu'il ferait mieux de ne pas venir au Japon, mais c'est un peu trop direct, qui aura peut-être beaucoup de difficultés à se faire à la vie ici? Écoute, c'est une excellente question parce que je pense que oui, il y a, je pense, à mon sens, un type de personne que je verrais pas forcément habiter ici. Et à vrai dire, j'ai une sœur qui, je pense, est dans ce type-là, donc je pense un peu à elle. Donc le prenez pas mal si vous êtes dans Voilà. ce type-là. Prenez pas... Non, juste, je pense question que... de comptabilité, de compatibilité. Je pense qu'il faut. Moi, j'ai toujours pensé que on a beau être né dans un pays, tu vois, je pense qu'il faut choisir le pays où la culture correspond le plus à notre esprit, à notre mentalité, à nos valeurs. Et par exemple, on peut tout à fait être heureux en France, hein, qui est un super pays de plein de points de vue. Oui, il y a plein de choses très très bien en voilà, France, il y a selon plein où de vous choses, êtes, selon ce que vous faites. Très bien. Après, il y a d'autres choses qu'on ne trouvera pas forcément en France, qu'on trouvera peut-être au Japon, ce qui était mon cas. Donc, par exemple, si on est quelqu'un de... Je vais donner le profil d'abord de ceux, je pense, qui vraiment s'épanouiraient le plus ici. C'est pour moi des gens qui, à la base, sont assez sérieux, qui sont travailleurs peut-être, sans être forcément bourreaux du travail, mais juste sérieux à la base. Des gens, je pense, qui sont un peu sensibles aux belles choses. Je pense que c'est un pays, la nature, les bâtiments, les objets. Je pense que c'est un pays qui est génial pour les gens qui aiment le design. Tout ce qui est un peu artistique, c'est super. Les gens qui sont un peu dans le souci du détail. J'ai des amis comme ça, tu vois, qui en fait font attention dans la vie de tous les jours. Tu vois, par exemple, quand tu vas au combini, c'est un exemple tout bête, où tu vas n'importe où, on te donne la chose d'une certaine manière, etc. Je pense qu'il y a des gens qui sont heureux quand ils voient ça, tu vois, c'est « ah, je suis bien servi », etc. Donc être un peu soucieux du détail et tout, je pense si vous êtes comme ça et que vous aimez aussi les gens polis, voilà, si vous êtes quelqu'un de poli à la base et que vous appréciez ça ou que vous demandez ça à d'autres personnes, je pense que c'est un pays tout à fait exceptionnel que je recommanderais. Ou quel type de personne aura du mal Alors, comme ta sœur, peut-être, si elle nous regarde. pour moi, alors c'est jamais impossible, hein, parce que tout est question de qui on s'entoure, etc. Mais je dirais que culturellement, on est dans une société, je pense qu'il y a pas mal de gens introvertis. C'est une société qui est assez calme, je pense surtout à l'exemple du métro, où par exemple, c'est pas possible de passer un coup de fil dans le métro à Tokyo, c'est très mal vu, personne qui le fait.
Même parler un peu fort dans le métro, c'est très très mal vu. Donc par extension, si vous êtes quelqu'un de très, je dirais, latin, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un de hyper extraverti, qui a besoin que les gens autour le soient aussi, c'est-à-dire il y a des gens qui parlent de chaleur humaine, c'est-à-dire que tous les gens autour, que ce soit dans la rue, dans les transports publics, etc., les gens soient hyper expressifs, parlent fort, soient tout le temps hyper joyeux. En fait, c'est pas la société ici. Ils sont pas malheureux, mais c'est juste que quand ils sont dans l'espace public, qui dit espace public dit autrui, dit ne pas déranger autrui en fait. Et donc, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est un peu ça au Japon, hein, vraiment appliqué à la lettre. Il faut pas déranger les autres, il faut pas occasionner le mewaku, donc la gêne à autrui. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir ce côté tout le temps dans la vie de tous les jours, hein, même quand on va au travail et tout, je pense que ça va être un peu oppressant d'être au Japon. Et puis vous allez être triste parce que personne ne sera comme vous. Voilà. Et on va vous regarder de travers, pas forcément méchamment, mais vous allez sentir que vous n'êtes pas à votre place, quoi. Le point de nuance à apporter à ça, comme d'habitude au Japon, il y a toujours des alternatives. C'est que déjà, il y a pas mal d'étrangers qui habitent ici, donc on peut se faire un cercle d'amis avec des gens comme ça. Il y a des Japonais aussi qui ont habité à l'étranger. Et tu vois, par exemple, je pense à un exemple tout bête, mais si les gens vont participer à des clubs de danse, de salsa, par exemple, tu vois, un truc bien latin, je pense que les Japonais qu'on y rencontre sont très latins dans leur tête aussi. En fait, il y a de tout. C'est juste que dans la vie de tous les jours, il faut accepter que ce ne sera pas comme ça. Mais dans son temps privé, dans ses activités et tout, on peut s'entourer de gens qui sont comme ça. Et donc, il y a des gens très extravertis qui habitent à Tokyo qui sont heureux, je pense aussi. Mais il y a des gens qui trouvent ça oppressant. Donc voilà, juste à réfléchir. Il y a deux choses très rapidement, hein, pour réagir un peu à ce que tu as dit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Japon c'est le pays de l'excentricité, je vais pouvoir m'habiller en Lolita, mettre des oreilles de chat, des trucs colorés. Ça existe, mais c'est une infime minorité dans certains quartiers, de certaines tranches d'âge, mais c'est pas du tout normal. Ça reste l'exception. Voilà. Donc, à moins d'être dans certains quartiers avec certaines personnes, c'est pas du tout comme ça. Après, juste un dernier point, je ne sais pas si on peut aborder un autre youtubeur. Ouais, vas-y. Donc moi, je regardais pas mal à l'époque quand j'étais en train d'étudier le japonais. Pour me motiver, je regardais un peu des gens qui habitaient au Japon. Et il y avait un youtubeur que j'aimais beaucoup parce qu'il disait vraiment les choses de façon assez réelle. Et il avait un peu une approche du Japon similaire à la mienne, c'est-à-dire le souci du service, etc. C'est le youtubeur qui s'appelle Mr. Pinpals. Et en fait, c'est quelqu'un qui, si tu regardes ses vidéos, c'est quelqu'un qui est ultra extraverti. D'accord. Donc c'est pour ça que je parle de lui, parce qu'il est ultra extraverti. Et lui est même quelqu'un de très tchatcheur, tu vois, par exemple, avec les filles, etc. Et c'est quelqu'un qui, au Japon, à Tokyo, a aucun mal à aller parler à des inconnus, des Japonais. Et de ce qu'il raconte, c'est pas forcément mal pris, en fait. En fait, je pense, et j'ai déjà entendu ça ailleurs, c'est qu'il y a cette attente que l'étranger soit ouvert et extraverti. Et donc, ça sera pas choquant pour des Japonais que vous agissiez comme ça. Et donc, s'il y a des gens qui veulent sympathiser avec les Japonais de façon extravertie, je pense que ça pose pas de soucis majeurs. C'est juste que dans le train, en allant au boulot, voilà, c'est un peu la logique, quoi. Ils ne sont pas habitués, tout le monde ne le fait pas, presque personne ne le fait. Mais quand il y a des gens qui font des interviews dans la rue ou des gens comme lui, les réactions ne sont pas forcément mauvaises. Donc effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, que même en étant très extraverti, souvent en faisant le premier pas, les Japonais ne sont pas forcément réticents. Comme disait Nicolas, dans les bars ou les cafés, Oui, voilà. parler aux gens. Il y a Clément aussi qui disait ça, qu'il trouve que c'est plus facile de rencontrer des gens dans les cafés, dans les bars. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est quelqu'un qui disait, un invité sur la chaîne de Kevin, je crois, Japon Noir et Blanc, qui disait qu'il y a un temps, un lieu pour tout. Voilà. Draguer dans un café, Starbucks à 15h, ça se fait pas. Personne ne le fait et la fille va prendre peur et elle va s'enfuir. Par contre, tu vas dans des restaurants, dans des cafés le soir, à Shimbashi, dans certains endroits, là, les gens vont là, entre guillemets, pour ça. Donc, il y a un horaire et un lieu pour tout. C'est très, très codifié. Tu confirmes? Je confirme, et donc on va finir sur ça. Ça veut dire qu'il y a de tout pour tout le monde. Ouais, voilà. Il y a des tendances, évidemment, mais... Bien, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que les gens qui ont des questions peuvent te poser les questions dans les commentaires? Parce que comme d'habitude, je ne donnerai pas ces informations, donc ne me demandez pas son nom, son adresse mail ou quoi, je ne les donnerai pas. Donc si vous avez des questions, des remarques, faites-les dans les commentaires. Et si tu as un peu de temps, si tu peux venir passer, regarder, répondre à quelques messages, ce sera super sympa. Bien, merci beaucoup. À toi. Et merci à tous. Un petit like, un petit commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!